Hello, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une petite vidéo FAQ. On va répondre un petit peu à toutes les questions que vous nous avez posées. Emilio, comment vas-tu, mon ami? Écoute, ça va très bien, très content d'être de retour. Et Ok, puis, bah, c'est parti. Hâte de commencer à répondre aux questions. let's go. Quelles sont les petites questions? Donc, première question de ProCoach26 sur Instagram. Qui êtes-vous? Je vous découvre seulement aujourd'hui. C'est une bonne question. Très bonne question. Bah, on va se présenter rapidement pour ceux qui ne nous connaîtraient pas. Et un petit peu, bah, qu'est-ce qu'on fait à l'heure actuelle. Donc, pour ma part, je m'appelle Simon. J'ai 20 ans. Je suis joueur de poker depuis plusieurs années. Je joue principalement en live, un petit peu online en ce moment, vu qu'il n'y avait pas forcément trop de tables où j'étais pour le moment et que bah, je devais attendre d'avoir 21 ans pour pouvoir aller jouer à Macao. On a avec Emilio et un ami à nous également qui s'appelle Adrien, que vous avez vu sur la chaîne, avec qui on a fait l'interview. On a une team de joueurs pro de poker en live, en cash game live. Et notre but, c'est tout simplement d'aider un maximum de personnes à passer pro poker, mais surtout, et c'est ça l'objectif, de leur permettre d'atteindre les plus grosses limites. On n'est pas simplement dans le but de faire passer pro les gens et qui gagnent 2 ou 3 000 euros par mois, mais vraiment d'aller chercher des très gros mois. Donc voilà un petit peu pour tout ça. T'as pas dit que tu avais été finaliste de la Top Shark. Ah, c'est marrant ça. Un grand joueur de tournoi, le Bien Simon. sûr, bien sûr. Et on parlera pas de la finale, évidemment. Donc, Emilio, 23 ans, 24 ans maintenant, pardon, joueur de poker. Maintenant, je suis basé à Montréal. Euh, Je grind un peu toutes les limites entre la 2,5, 5,10 quand je log et la 25-50 en partie privée. Euh, comment on s'est rencontré avec Simon? C'était il y a 1 an et demi maintenant à peu près, dans Oui, les, sur dans les Paris, oui. couloirs dans les couloirs de Clichy. On jouait tout doucement ensemble. Il était un petit peu impressionné par mon niveau. Il a Bien. commencé à pas mal me parler, à me poser des questions sur le cash game live parce qu'il était un peu tout nouveau, sur la crypto, sur pas mal de trucs. Donc, on a commencé à pas mal échanger. Et puis, euh, et puis il a commencé à monter son projet de son côté. Moi, j'ai rejoint le projet en septembre de l'année Ouais, dernière. Et aujourd'hui, on se retrouve là où on monte un petit peu la médiatisation à deux sur cette chaîne YouTube, où on c'est essaye ça. de gérer un petit peu la team à trois, un peu avec Adrien aussi. Ouais. Et Surtout à où, deux pour le bah, moment, vu qu'Adrien il est focus sur le grind. Mais le but à terme, c'est vraiment à trois de gérer le projet. Parce que j'estime qu'un projet de cette envergure qu'on a envie de mener et de pas simplement avoir une énième team de joueurs de poker, on veut vraiment monter un très gros projet et être une référence tout simplement. Et qu'à terme, d'ici plusieurs années, la Team Elite elle soit vraiment vue comme une référence dans le poker et une réelle opportunité pour passer pro, que ce soit vraiment quelque chose où on sait que c'est, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup, beaucoup de formations qui existent, beaucoup de teams qui existent. Euh, pour autant, quand on regarde les chiffres, au final, le pourcentage de personnes qui arrivent comment dire, arriver à sortir de ces limites-là et arriver à vraiment réussir au poker, bah, en fait, il y en a très peu. Donc notre but, c'est vraiment, certes, d'être très sélectif sur le recrutement et on va dire de se concentrer sur un petit groupe de personnes, mais que ce petit groupe de personnes soit le mieux entouré possible et puisse tout simplement réussir au maximum. c'est Donc ça, voilà ouais, pour ça. tout est dans le nom. On va vraiment chercher à pousser les gens vers l'excellence, à l'élite, et pas juste comme tu l'as dit, faire des mois de 3 000 euros, quoi. On a vraiment envie d'accompagner les gens sur des grosses games, faire des gros mois, être vraiment bon à ce jeu, Ouais. et pas juste jouer, quoi. C'est ça. Et parce qu'en fait, nous, simplement, en termes de réalisation, simplement, on va dire, accompagner un joueur sur 2 3 mois et qu'ensuite on stoppe, etc., c'est pas forcément quelque chose qui nous intéresse. Nous, ce qu'on veut, c'est créer des relations à long terme avec les joueurs, mais pas uniquement dans le but de coacher stacké. Le but à terme, c'est qu'en fait, on soit toujours en accord avec la vision du joueur. C'est-à-dire que, par exemple, si le joueur et on va dire compétent pour également coacher à côté, eh ben, on peut lui proposer un deal plus arrangeant et qu'il coach une partie des joueurs une fois qu'il a déjà atteint un gros niveau. En fait, le but, c'est toujours avec les joueurs d'essayer de trouver un deal qui correspond au maximum et que chaque partie, en fait, en tire quelque chose, quoi. Et de vraiment voilà, créer des relations soudées à terme. Comment in-game, on s'attaque un petit peu plus au jeu ici, comment in-game parvenir à s'approcher de son niveau à froid et comment s'adapter rapidement in-game live? Est-ce qu'on s'adapte directement pour chaque showdown? Est-ce qu'on attend d'avoir plus de data sur les gens pour les league find et s'adapter? Donc, dis-nous tout. Alors, déjà,
vouloir atteindre à 100% son niveau à froid, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que ton niveau à froid, c'est un niveau où tu es posé, t'as aucun stress, tu travailles à plusieurs ou alors tu es seul, mais en tout cas, t'es pas dans l'adrénaline de la game. L'adrénaline qui est nécessaire pour vraiment te permettre de rester concentré, etc. et de aussi kiffer jouer, quoi. Donc, ton niveau à froid, tu pourras jamais l'atteindre. Pour autant, ton but, ça va être au maximum d'accumuler et de renforcer tes compétences hors des tables pour maximiser les chances que tu puisses les mettre en place in-game. Ton niveau à froid, ça sera toujours meilleur que ton niveau in-game parce que voilà, tu as plus de temps pour réfléchir, tu es posé, il n'y a aucun stress, etc. Ton but, c'est de développer au maximum tes compétences. Et une fois que ces compétences vont être développées et que tu vas les réviser et les revoir, naturellement, ton niveau aux tables va nécessairement évoluer. Ouais, Donc voilà. je pense que une des grosses clés, c'est vraiment la répétition. La répétition petit 1 de jouer des spots, comprendre ton field, etc., etc. Tout va être beaucoup plus naturel. Et aussi, comme tu as dit, l'adrénaline, c'est nécessaire, mais plus tu vas jouer à une certaine limite, plus tu vas être habitué, moins l'argent va t'impacter, et donc plus tes décisions seront limpides et claires, et, euh, elles vont se rapprocher de ton niveau afro, justement. C'est ça. Je pense que dans tous les cas, pour que comme tu dis, que le niveau à chaud se rapproche du niveau à froid, il faut de l'expérience, il faut envoyer du volume et qu'en fait, pas que ça soit quelque chose de routinier, mais que tu aies l'habitude de contrôler l'adrénaline que tu ressens dans les gros pots, etc. Et là, tu vas de plus en plus tendre à un état de sérénité et ça te permettra de maximiser les chances d'avoir un niveau très solide. Quand tu regardes les meilleurs joueurs du monde qui se jouent, que ce soit sur les tritons ou les très grosses games de cash, bah, en fait, tu vois que ils sont extrêmement concentrés, mais tu sens pas de stress, tu sens pas de nervosité. Ils sont vraiment dans un état de concentration, dans une bulle, en fait. Et eux, ils sont très proches de leur niveau à froid, puisqu'en fait, ils ont beaucoup d'expérience. Ils ont réussi à optimiser tous les autres domaines de leur vie, donc tout ce qui est sommeil, nutrition, sport, etc. Ils ont énormément d'expérience, ce qui fait qu'ils sont beaucoup moins perdus dans les spots que la plupart des joueurs débutants. Et c'est ça le truc, c'est que la plupart des joueurs débutants, même des joueurs intermédiaires, sont dans une zone d'incertitude dans la plupart des spots. Et donc, ils sont un petit peu en panique quand ils jouent parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Ce qui fait paniquer les gens, c'est quand ils ne savent pas quelle est la meilleure solution. C'est pas forcément de jouer et de simplement, on va dire, si tu sais quels sont les bons coups, en fait, tu vas jamais être en stress, en fait, parce que tu es dans une zone de confort. Tu vas être en stress quand tu sais pas quoi faire et quand tu es un petit peu perdu. Pour faire un parallèle, pour ceux qui connaissent les échecs, si tu fais une partie d'échecs et que ton adversaire fait exactement l'ouverture à laquelle tu t'attendais, tu seras jamais en stress. Tu es dans ta zone de confort. Alors que si ton adversaire fait une ouverture que tu ne connais pas, bah là, par contre, tu vas être en stress, tu vas avoir un moins bon niveau de jeu que ton niveau à froid, et donc tu devras bosser cette ouverture-là pour être moins dans cette incertitude la prochaine fois, quoi. Top. Ouais, très clair, je pense. Et comment s'adapter rapidement in-game live? Est-ce qu'on s'adapte directement après un showdown? Est-ce qu'on attend d'avoir plus de data sur tout le monde pour pouvoir s'adapter et changer notre jeu contre une certaine personne? Qu'est-ce qu'on fait? En fait, il faut vraiment comprendre que le poker, bon, par exemple en live, chaque décision que tu prends a une certaine EV. Et naturellement, chaque showdown que tu vas obtenir va augmenter ton EV. C'est-à-dire qu'un showdown, c'est une information en plus. Ça ne pourra jamais, on va dire, te diminuer ton EV parce qu'en fait, le poker étant un jeu à information incomplète, tu récupères une pièce en plus du puzzle. Et donc, peut-être que dans l'instant T, ce showdown-là, par exemple, j'ai vu que mon adversaire avait bet 3 quarts en value river. Ok, on pourrait se dire, bah, ce showdown-là, à l'heure actuelle, il peut pas trop nous aiguiller. C'est pas comme, ok, mon adversaire a fait tapis avec As-5 off, bon bah je sais, il a fait tapis pré-flop semblant avec As-5 off, moi je sais que c'est une énorme well, je vais pouvoir call plus loose vs all-in, etc. Là, on va dire que c'est une note, un showdown qui peut s'exploiter directement. Mais on va dire, il y a quand même pas mal de notes qui sont surtout basées sur les stratégies, les tendances adverses, qui ont besoin d'être complétées avec d'autres notes. Et une fois que tu as amassé 10, 20, 50 notes sur un joueur, là, tu vas vraiment pouvoir arriver à développer des stratégies. Et surtout, hormis ça, c'est arriver à comprendre la stratégie adverse et donc quelle est la meilleure manière de s'adapter en fait. Et c'est pas forcément, faut pas forcément voir ça comme euh, une note va me permettre d'exploiter l'adversaire de telle manière. C'est plutôt toutes les notes que tu vas accumuler vont te permettre de comprendre l'ensemble du profil. Parce qu'en fait, hormis si tu fais un league fine ultra précis du joueur, et pour ça, en live, bah, tu as besoin d'avoir quand même beaucoup, beaucoup de notes, la plupart du temps, chaque note va un petit peu compléter, ou va plutôt enlever un flou sur la stratégie adverse. Et donc, il y a certains calls que tu n'aurais pas fait d'habitude, il y a certains folds que tu vas faire que tu n'aurais pas fait d'habitude. Et donc, en fait, ça va renforcer tout simplement la connaissance que tu as sur le profil. C'est ça. Et des notes qui peuvent être directement assez intéressantes à prendre, sur lesquelles on peut s'adapter assez rapidement. Justement, c'est de savoir ce que les gens sont capables de faire
Donc si par exemple vous jouez en 2-5 et vous voyez que quelqu'un limp, bah, vous allez cocher la case. Bah, par exemple, il y a certains raids qui vont jamais limp. Là, si quelqu'un limp, vous allez dire bon bah il est capable de limp, donc pour l'instant on va pas estimer sa range, mais on sait qu'il est capable de le faire. Pareil, vous êtes en 2-5, il open 15, la main d'après il open 25, la main d'après il open 30. Là, vous allez petit à petit, si vous avez un showdown ou deux, vous rendre compte que plus sa main est forte, plus il va open share. Et donc là, vous allez pouvoir vous adapter extrêmement rapidement. Et à chaque fois qu'il open 15, le 3 bet, à chaque fois qu'il open 30, call extrêmement tight. Euh, et donc voilà, ça, je pense que c'est des notes qui vont être assez intéressantes rapidement. Sinon, il y en a pas mal où effectivement, il faudra plus de data. Question de Alpha. Une idée du ratio reg-fiche sur la scène parisienne. Les fiches sont plus présents en haute ou basse limite, où le ratio est similaire. Bah après, je pense que là, tu es le plus à même de parler vu que tu as le plus joué Paris. Ouais. En termes de ratio avec fiches, ça va pas mal dépendre des cercles dans lesquels vous allez jouer. Je pense que le ratio global, euh, j'ai envie de dire par table de 9, va y avoir entre 2 et 3 règles, à peu Je suis près. d'accord. Je suis d'accord, ouais. Je pense que ça va être à peu près ça. Et en haute et basse limite, est-ce que le ratio est similaire? Pas du tout. Je pense que sur les 5-10 plus, surtout sur Paris, les tables vont vraiment être moins belles. Ouais, On va plus être à 6-7 règles généralement. ouais, Et par contre, sur les 2-4, bah, dans pas mal de clubs, vous allez être le seul règle à table hein, assez souvent. Ça, c'est pas choquant. clairement. Après, par contre, c'est vraiment, on va dire, certes, il y a déjà, on va dire, des cercles qui sont plus profitables que d'autres, mais c'est quand même très dépendant des soirs. Il y a des soirs, l'action va être plutôt à Montmartre, des fois, elle va être plutôt à Charon. Le but, c'est à chaque fois de s'adapter et de move en fonction de l'endroit où c'est le plus Je rentable. sais- Ouais, effectivement. Vous vous rendre compte que dès que votre table, il y a 4-5 règles, il n'y a pas de très beau profil, hop, sautez dans un Uber, vous allez payer 10-15 euros, mais si c'est pour doubler votre horaire, que votre horaire passe de 20 euros sur cette table à 40 euros, bah, en fait, c'est rentable en 45 minutes, quoi. Question de Wassimilien. Comment arriver à trouver des collègues dans le monde du poker afin de pouvoir travailler le jeu ensemble? Par quelle étape, exercice conseillerais-tu pour step up rapidement après connaître les ranges et la percussion de board? Ok. Bon, là, il y a deux questions en une. Ouais, Ok. Bon, déjà, pour la arriver partie, à on va trouver des dire, collègues, ouais. ouais, pour la partie, on va dire, trouver comment dire, des camarades pour travailler le jeu, etc. Et une équipe pour travailler le jeu. Euh, Je vais essayer de pas être drastique, mais pour moi, si tu veux vraiment progresser au poker, il faut t'entourer de personnes qui sont meilleures que toi. Si tu t'entoures imaginons tu joues en 1-2, tu t'entoures également de règles qui jouent en 1-2, tu travailles avec des gens qui ont les mêmes ligues que toi, qui font que tu restes en 1-2 par exemple. Et donc en fait, le but, ça va être de toujours s'entourer avec des gens qui ont accompli l'objectif que tu veux atteindre. Imaginons ton objectif, c'est de jouer la 5-10, la 10-20 au poker. Bah, tu vas t'entourer de personnes qui ont déjà réussi cet objectif-là. Et le problème, c'est qu'en fait, beaucoup de personnes ont fait le. Bon, déjà, beaucoup de personnes ne travaillent pas leur jeu, mais certains ont fait l'effort de trouver un groupe de travail. Mais le problème, c'est que le groupe de travail, en fait, c'est le même type de profil. Et donc, en fait, il n'y a pas vraiment de progression. Tout le monde se conforme un petit peu dans ses leaks. Et en fait, c'est OK, bah, je partage une main et les personnes vont souvent être d'accord avec moi, ou alors on va juste pas progresser. Et tu as vraiment besoin, pour moi, d'avoir quelqu'un qui a déjà accompli l'objectif que tu vas atteindre. Si ton objectif, c'est de courir un marathon en moins de 4 heures, bah, entraîne-toi avec quelqu'un qui a déjà accompli ça. Tu vas pas t'entraîner avec quelqu'un qui a jamais fait de marathon ou je sais pas quoi. Et certes, c'est cool de s'entraîner avec un pote, mais pour moi, il faut également quand même avoir un support, au moins quelqu'un qui te donne des conseils et qui a déjà atteint cet objectif-là. Donc ça, pour moi, c'est la première chose. Faut comprendre que le poker, c'est un écosystème, c'est un milieu où il y a énormément d'argent en jeu. Euh, Quand on regarde les sommes astronomiques qu'il y a sur les tritons, sur les plus grosses parties de cash game, c'est un écosystème extrêmement riche. Et donc, naturellement, il y a énormément de personnes qui veulent performer à ce niveau-là, en fait, et pouvoir passer pro. Et en fait, le poker se professionnalise de plus en plus, se professionnalise de plus en plus, et donc ça devient vraiment nécessaire, voire même vital, d'être entouré soit par un coach, d'être entouré soit par une structure pour sincèrement pouvoir réussir. Si on prend à l'heure actuelle l'ensemble des joueurs que l'on connaît qui sont professionnels, ils ont tous été coachés ou mentorés par soit quelqu'un, soit une équipe qui avait déjà eu des résultats très élevés avant. C'est juste obligatoire. Donc à ce niveau-là, donc pour répondre à ta question, moi je pense qu'il faut essayer de trouver une opportunité pour que tu progresses techniquement
qui peut également aller dans ton sens, donc soit un format coaching for profit, donc CFP, où la personne va prendre un pourcentage sur tes résultats, donc très souvent les CFP ça va être entre 25 et 35%, soit rejoindre une structure de coaching et stacking, donc la personne te coach et t'es également stacké. Des opportunités, il y en a beaucoup. Le but pour moi c'est d'arriver à trouver celle qui va le plus correspondre avec ta situation. Donc voilà pour ça. Et maintenant au niveau de la deuxième question, juste tu peux répéter la deuxième? Il y a quelque chose qui m'a... Euh, Quel exercice conseillerais-tu pour step up rapidement après connaître ses ranges et les percussions de board? Ok. Là pour moi il y a quelque chose qui va pas dans ta question et qui pour moi pose vraiment problème et qui est pas le bon message qui est transmis dans la plupart des contenus poker qu'on voit. Le poker, ce n'est pas possible de progresser rapidement. On peut progresser plus vite que les autres, ça c'est une certitude, parce qu'en fait la plupart des gens en fait ils progressent pas, soit ils régressent, soit ils stagnent, mais la plupart des gens juste soit ils travaillent pas, soit ils travaillent avec les mauvaises méthodes, soit ils travaillent avec les mauvaises personnes. Donc au final, progresser rapidement par rapport aux autres, oui, parce qu'en fait, ils progressent pas. Mais on va dire, pour moi, si ta question, elle est direct axée, comment progresser rapidement, tu es un peu trop dans quelle est la solution magique un petit peu. Qu'est-ce que je dois faire pour arriver à réussir au poker? Le poker, ça va être des mois, des années de galère. Ça va être des sessions down. Ça va être beaucoup de choses compliquées, beaucoup d'erreurs dans ton jeu qui vont devoir être corrigées. Donc, pour moi, chercher à progresser rapidement, c'est pas possible. Il y a quasi aucun joueur qui, en 2-3 mois, on va dire, a directement réussi au poker. Tu as des personnes qui, sur une période courte, sur par exemple 5-6 mois, ont pu vraiment franchir un gap en termes de limites, ça c'est sûr. Mais pour autant, quand tu regardes sur l'ensemble de leur aventure poker, en fait, ça fait pas juste ça. En fait, ça fait une stagnation, peut-être une baisse, et ensuite ça monte. Donc, en fait, faut plus voir ça comme comment mettre toutes les chances de mon côté pour réussir au poker et pas forcément essayer de mettre de la temporalité à ce niveau-là, parce qu'en fait, ça va pas dépendre de toi. Ça va dépendre de toi dans le sens de trouver une bonne structure, etc. Mais il y a quand même une part de nécessité à être résilient et à faire confiance au temps. Et en fait, tu peux réussir en 1 an, mais ça pourra aussi prendre 5-6 ans. Et donc, faut être assez patient à ce niveau-là. Et par rapport au range, c'était quoi la question? Non, c'était juste les exercices les plus intéressants pour travailler son jeu après connaître Euh, ses ranges et les percussions de board. ok, pour travailler son jeu, la meilleure méthode pour moi, c'est de se faire review ses mains par un joueur qui est meilleur. Je pense que c'est l'une des meilleures manières de fonctionner. Tu as également Flopzilla qui est très intéressant pour comprendre les compositions de range, les buckets, donc les groupes de mains et comment est-ce qu'ils interagissent avec un board. Je pense qu'un premier objectif, un premier euh, exercice qui peut être intéressant à faire pour le moment, ça peut être de vous fixer à faire un Flopzilla par jour. J'ai sorti 2 vidéos. Alors, j'ai sorti une vidéo sur YouTube et une autre vidéo qui va être postée sur Telegram et Discord où on partage un extrait de coaching où je fais un Flopzilla avec les joueurs. Et pour moi, c'est vraiment un très bon exercice. Et s'en fixer un par semaine ou un par jour, ça peut être une très bonne chose pour déjà progresser. Question de Togen Kyo. Comment trouver un stacker quand on est un joueur gagnant, bien gagnant en petit limit live, mais qu'on est un peu solo de son côté et qu'on a peu de contacts? Est-ce qu'il y a des choses de faciles? Est-ce qu'il y a des sites internet et des plateformes? Est-ce qu'il est mieux de faire des demandes directes à des joueurs qui ont déjà de très grosses bankrolls, genre par mail? Comment trouver un stacker? Moi, je pense que déjà, la première étape, ça va être en fait en live, vu qu'on est tout seul, un peu à notre table, on peut rentrer un peu les résultats qu'on veut sur notre appli pour traquer nos résultats, etc. Il y a personne qui peut vouch pour notre niveau, en fait. Qui peut Personne certifier, peut ouais. dire ouais, personne peut dire ouais, ce mec est bon, blablabla. Donc, je pense que la plupart des trucs comme ça pour trouver un stacker, ça va commencer par du coaching avec quelqu'un, que la personne reconnaisse que tu es bon, etc. Et ensuite, cette personne-là va pouvoir t'ouvrir via son réseau à potentiellement du stacking, soit avec lui s'il voit que tu es bon. Lui, en fait, ça lui coûterait rien de te proposer un coaching for profit s'il a confiance en toi, soit à d'autres de ses connaissances qui pourraient potentiellement te stacker, etc. Mais je pense que contacter quelqu'un par mail comme ça, euh, c'est pas incroyable. Des sites internet et des plateformes en live, il y en a Il n'y en a pas. pas beaucoup, voire pas. Est-ce qu'il y a quelque chose de facile? Non. Je pense que ouais, c'est ça, il faut vraiment commencer au moins par se faire coacher. C'est Et je ça. pense que c'est la porte d'entrée Et développer aussi ton à réseau. ce que tu cherches. C'est Ouais, c'est ça. Et ça. aussi développer ton réseau de ton côté. C'est-à-dire que quand tu arrives à une table, etc., que tu reconnais par exemple qu'un joueur c'est un régulier ou quoi, bah, ça peut être, j'en sais rien, ensuite à la fin de la game, essayer de prendre son télégramme. C'est vraiment quelque chose qui, par exemple, nous on a beaucoup joué au Cambodge
les derniers mois et c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Alors, il y a assez peu de joueurs réguliers, mais c'est un petit peu le même fonctionnement de trouver une partie comme pour trouver un stacker. C'est beaucoup de contacts, tu prends le télégramme de quelqu'un et il t'ajoute dans un groupe, etc. Et là, pour faire le parallèle avec le coaching stacking, ça va être tu prends le télégramme de quelqu'un, ensuite, bon, bah, est-ce que ça te dirait que je te prenne 2 heures de coaching pour qu'on puisse travailler ensemble? Et peut-être que, bah, comme tu disais, la personne va potentiellement te proposer soit un CFP, soit du coaching stacking par la suite, comment dire, te recommander à une autre personne, etc. Mais pour moi, en fait, il n'y a pas ta situation actuelle et tu trouves un stacker. Il y a plein d'étapes entre les deux. Il y a besoin de, on va dire, te créer un réseau. Et une fois que ça sera fait, tu auras la possibilité d'avoir des opportunités. Comment arrivez-vous à ne pas vous ennuyer en live quand vous êtes carded plus de 10 heures d'affilée? Plus de 10 heures d'affilée. Bon, plus de 10 heures d'affilée, ça me paraît énorme. Je pense que c'est Ça quasi fait long. impossible. On va dire plutôt une période de 2-3 heures. Euh, c'est la vie. C'est la vie. Ça fait partie du cash game live. Euh, et c'est un petit peu quelque chose qui effraie beaucoup de joueurs. La peur qu'en cash game live, il y ait trop de variance. Il y a un joueur que j'avais coaché online. Je ne vais pas forcément dire son pseudo parce que je ne sais pas s'il veut forcément que je le cite, mais que j'avais coaché online et à qui, justement, au début du projet Elite Poker, je lui avais proposé de rejoindre la team, je lui avais proposé de rejoindre le projet. Et il m'avait dit non, pour l'instant, je préfère me concentrer sur mon ascension online. Alors, libre à lui, évidemment, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais ce qui lui faisait peur, c'était que en live, on joue très peu de main de l'heure. Du coup, il y a plus de variance, etc., etc. En fait, il faut comprendre que si on compare le live au online, la variance, ça n'a juste rien à voir. En live, la variance est très faible. Certes, tu peux perdre sur plusieurs jours, plusieurs semaines, etc. Mais si tu atteins un très bon niveau de jeu, ça va se lisser extrêmement rapidement. Tu vas faire un pourcentage de sessions positifs extrêmement élevé et donc naturellement, ça va s'enchaîner plutôt bien. Alors qu'online, même si tu as un très bon niveau, il y a quand même une variance qui peut te mettre dans le mal quand on regarde des simulations avec 4-5 BV100, etc. On voit que ça part vraiment en couille et que tu peux faire plus 30 caves ou tu peux faire moins 40 caves. Donc, il y a vraiment une variance qui est très élevée. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Je me suis perdu. Euh, oui, Ouais, en fait, les win rates sont bien supérieurs en live, donc ouais, la variance pardon, va être bien inférieure. Et il faut comprendre, bah, quand on parle de cadet, que en fait, c'est complètement normal d'avoir des périodes comme ça, que, entre guillemets, toute votre vie est une seule et même session. C'est juste que vous faites des pauses de 14 heures pour aller dormir, manger et voir votre famille ou je ne sais quoi. Mais quand tu commences ta session à 18 heures, tu la termines à 4 heures du matin, tu rentres chez toi, tu vas dormir, tu reviens le lendemain à 18 heures, c'est la même session. C'est ça, il y a juste c'est une ça, pause entre les deux. Donc, en fait, ta main que tu as à 18 heures ou la dernière main que tu as eue à 4 heures du matin, c'est la main suivante, c'est ça. tu vois. Donc, Et yes, ouais. vas-y. Et aussi, je pense que le fait de poser cette question concernant le fait d'être carded, il faut vraiment comprendre que c'est quelque chose qui est obligatoire. En fait, le cerveau, il a un petit peu tendance à se dire, ah bah attends, je suis carded, etc. C'est peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Mais très souvent, la meilleure chose à faire quand tu es carded, c'est simplement de fold. Le poker, ça reste un jeu où tu as plusieurs options et tu as une option qui est la meilleure, une option qui va te générer le plus de V, donc le gain en big blind, ok? Et le truc, c'est que si à l'instant T, pendant 3 heures, la meilleure option, c'est de fold, eh bien si tu ne foldes pas, que tu fais une autre action, bah, en fait, tu perds de l'argent à long terme. Et vraiment avoir cette rigueur un petit peu robotisée dans le sens de, on va dire, un petit peu couper tes émotions à ce niveau-là, de pas, on va dire, prendre mal le fait d'être card dead et de se faire chier, en fait. Et de vraiment voir ça comme, ok, ça fait partie du travail. En gros, comme quand je suis dans un spot river où je réfléchis entre est-ce qu'il faut bluff ou est-ce qu'il faut pas bluff, bah, si mon job c'est de fold pendant 3 heures, bah, il faut que je fold. Il faut que j'ai la rigueur de le faire. Et je pense qu'il faut comprendre que le fait de fold quand tu es card dead, ça fait également partie de ton job. Ça fait partie des choses que tu dois savoir maîtriser. Donc voilà. Une chose qui peut être intéressante aussi, justement, pour vous aider à passer ces périodes ou ces sessions difficiles ou quoi que ce soit, c'est de se mettre des objectifs de session. Comme par exemple, ça peut être plein de trucs, ça peut être prendre une pause toutes les 2 heures, boire 1 litre d'eau par heure, placer deux, trois bet light. Bref, tu vois, plein de petits objectifs comme ça qui peuvent vous détacher, entre guillemets, du résultat, que ce soit financier ou bah, d'être card dead pendant plusieurs heures sur la session et vous permettre de réussir, entre guillemets, quelque chose quand vous ratez une autre en perçu. Parce que être card dead, c'est pas rater sa session. Mais effectivement, ça peut être frustrant. Donc, vous rattacher à quelque chose que vous réussissez, ça peut être un petit peu plus satisfaisant. Ok, question suivante de Ted. Comment vous faites pour jouer sur GG? Comment tu fais, Simon?
Comment est-ce qu'on fait pour jouer sur GG? Donc GG, c'est un site qui est pas disponible partout. Donc par exemple, pour ceux qui sont au Canada, pour ceux qui sont, je sais pas, sur la plupart des pays, ça reste quand même autorisé. Mais pour ceux qui sont en France, GG, c'est pas autorisé. Alors c'est pas illégal, ok, de jouer sur GG si vous êtes en France. Il y a quand même beaucoup de Français qui jouent sur GG. Si vous souhaitez jouer via GG, vous êtes en France ou pas, vous pouvez nous envoyer un message en privé. On a pas mal de contacts pour ceux qui souhaitent jouer sur GG. Voilà, Top. Moi, en tout cas, de mon côté, c'est ça, je suis maintenant au Canada, donc pas de problème pour jouer. Toi, pareil, t'es au Cambodge, là, donc c'est ça. c'est un peu la même histoire. Question de Lucas ZMT. Salut, comment s'organiser pour vraiment progresser au poker et quel est ton parcours? Parce que c'est vrai que moi, il y a eu mon interview, mais toi, on n'a pas eu Mais qui tellement. es-tu? Qui es-tu? C'est ça, on n'a pas eu tellement. Enfin, on n'a pas une idée très claire de ton parcours, etc. Alors, euh, donc mon parcours, je vais essayer d'aller assez rapidement. Donc S'il te plaît. j'ai, s'il te plaît, tu vas pas nous faire chier longtemps. Donc moi j'ai commencé alors j'ai découvert le poker quand j'avais 13 ans, extrêmement tôt. J'avais mon père qui jouait régulièrement au poker et j'ai directement accroché avec le jeu, avec l'atmosphère et avec l'aspect. Moi c'est pas forcément j'ai pas vu le côté variance directement et le côté part de chance. Moi j'ai vraiment vu l'atmosphère de, ok, je voyais que un joueur gagnait très souvent et qu'il avait vraiment un edge sur les autres et qu'il y avait vraiment un côté stratégique. Je voyais qu'il réfléchissait et en fait, mon père jouait aussi avec des amis et j'allais voir ses amis et ceux qui gagnaient souvent, je leur demandais, ok, mais euh, comment ça se fait que tu gagnes très souvent, tu vois? Et ils me disaient, ouais, mais tu vois, il y a tel aspect stratégique, etc. Et direct, j'ai compris qu'il y avait un côté stratégique. Et quand j'étais petit, il y avait pas forcément, j'avais pas forcément de passion en soi. J'avais fait des échecs quand j'étais petit, mais j'avais pas forcément de grosses passions en soi. Et donc, j'ai commencé, quand j'étais plus jeune, du coup, à lire des livres, à regarder un petit peu ce qui existait. Donc, à l'époque, je regardais la chaîne SLM Freeman, qui d'ailleurs a sorti une vidéo récemment. Je regardais ça quand j'étais petit, tuto en double or nothing. Donc voilà, ensuite, quand j'ai eu 15 ans, euh, j'ai eu la possibilité de jouer le King 5, ça fait plaisir. Et donc, en fait, vu que c'était un tournoi gratuit, bon, bah, ça restait OK, puisqu'en fait, j'ai jamais mis d'argent de ma vie au poker. D'ailleurs, fun fact, j'ai jamais mis un seul centime. Donc ça fait plutôt plaisir. Et donc, je jouais le King 5 et il s'est avéré que du coup, bah, après, en parallèle de ça, j'ai commencé à jouer en free roll, etc., puis en double or nothing. Et ensuite, au fur et à mesure, j'ai basculé vers le cash game où j'ai monté les limites petit à petit. J'ai rejoint ensuite un CFP de Yolan, donc Aurora, sur GG Poker. Et donc, voilà, ça c'était pendant à peu près 4, 5, 6 mois. Et donc, à ce moment-là, je devais avoir environ aux alentours de 10, 15 000 euros de bankroll. Et donc, ensuite, par la suite, j'ai basculé en live, vu que pour moi, l'opportunité est vraiment très intéressante. Donc, j'ai rejoint la Poker Army, qui du coup était une structure, qui est une structure également de cash game live. Donc, j'ai commencé le grind sur Paris, etc. pendant 2, 3 mois. Et par la suite, donc, on est allé avec Adrien, du coup, une semaine à Montréal. On n'est pas resté très longtemps, puisqu'ensuite, on a eu la possibilité d'aller jouer au Cambodge, où on a pu envoyer beaucoup, beaucoup de volume tout au long de l'année 2023. Et par la suite, du coup, courant septembre, on a commencé à lancer le projet. Donc, quand je suis parti avec Adrien, le but c'était que je le mentor, que je le coach, que je le stack et que on puisse au maximum tout simplement développer son jeu. Vu que on s'est rencontré sur Paris. Sur Paris, il n'avait pas de très bons résultats, mais je sentais que c'était quelqu'un qui était de une extrêmement sérieux, mais qui de deux, et pour moi, c'est l'une des caractéristiques les plus importantes pour, on va dire, pouvoir vous entourer de personnes dans le monde du poker. C'était quelqu'un qui était extrêmement bienveillant et ça, c'est vraiment très très rare. Des gens vraiment purement gentils et bienveillants. Et donc, j'ai vraiment vu en lui une opportunité pour qu'on puisse travailler ensemble et qu'on puisse tout simplement s'aider mutuellement parce que certes, d'un côté, je le coachais, je le stackais, mais même de l'autre côté, avoir un partenaire de route, c'était vraiment super important pour moi. Et donc, ensuite, on a décidé de lancer le projet de la Team Elite. Et donc, ensuite, bon, voilà, ça s'est fait au fur et à mesure. On a recruté des joueurs et voilà où on en est. Est-ce que c'était une bonne présentation ou pas? J'ai essayé de Ouais, condenser. mais comment Mais s'organiser vraiment pour progresser au poker? Est-ce que tu conseillerais absolument le coaching? primordial, Est-ce que vital, tu, ouais, tu penses que c'est obligatoire. l'étape obligatoire? Je pense que c'est obligatoire d'être coaché. En fait, encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais tu veux accomplir un objectif, entoure-toi des personnes qui vont te permettre d'accomplir cet objectif. Je te donne un exemple tout con, mais là, à l'heure actuelle, nous, on a eu de très bons résultats sur tout ce qui est les games 5, 10, 10, 20, 25, 50, etc.
un joueur qui veut crush ces limites-là, il peut travailler avec nous. Par contre, si un joueur, son objectif, à l'heure actuelle, j'en sais rien, c'est de performer en PLO, bah, il va pas travailler avec nous, il va travailler avec un joueur qui a déjà eu des très bons résultats en PLO. Et en fait, le truc, c'est que euh, les gens se rendent pas compte à quel point ils sont, on va dire, incompétents dans un domaine. C'est-à-dire que ils se disent, OK, ouais, bon, le coaching, c'est bien, mais en soi, bon, je peux quand même peut-être y arriver tout seul si j'ai les bonnes méthodes, etc. Et oui, tu vas pouvoir progresser si tu fais des flops là, si tu fais les bonnes choses, si, on va dire, tu as une bonne structure d'apprentissage, que tu fais des révisions, etc. Ça, c'est sûr. Mais on va dire que franchir le cap et corriger la plupart de tes grosses erreurs que tu ne connais même pas, en fait, tu as besoin d'avoir un avis de quelqu'un qui a déjà réussi ce que tu cherches à accomplir. Donc, non, pour moi, le coaching, c'est juste obligatoire, en fait. Quel que soit le C'est format, ça, quel en que soit fait, le niveau de jeu, quel que soit tout, en fait. ça te donne accès à la connaissance que tu aurais mis en 10 heures de coaching, tu peux avoir accès à la connaissance que tu aurais eu en 2 ans tout seul, quoi, voire C'est plus. ça, Donc, exactement. c'est En fait, clairement ultra, ultra rentable. Et on en va fait, prendre ça, un, investir, ouais. vas-y. On va prendre un exemple qui pour moi parle beaucoup. C'est donc je ne comment dire, je ne connais pas plus personnellement que ça cette personne et je la recommande pas forcément, mais simplement pour moi c'est un très bon exemple. Mais Fredinou du coup qui est un coach qui est beaucoup reconnu par les joueurs en micro, middle limit, etc. euh, on pourrait se dire, ok, voilà, moi je cherche à me lancer au poker, j'ai envie de commencer en NL5, NL10, etc. J'ai 500 euros de bankroll. Pourquoi est-ce que j'irais mettre 300 euros dans du coaching avec Fredinou? En fait, le truc, c'est que le temps que tu vas gagner et on va dire le fait que tu vas pouvoir générer directement de l'argent va faire que tu gagnes de l'argent à prendre cette décision. En fait, les personnes sont trop focalisées sur ah, mais du coup, je perds 300 euros, je perds 70% de ma bankroll. Oui, mais en fait, tu vas gagner plus d'argent, ne serait-ce que sur quelques mois, avec 200 euros de bankroll, plus un gars qui a déjà eu des résultats et qui a réussi l'objectif que toi tu cherches à atteindre, plutôt qu'avoir 500 euros de bankroll et en fait travailler tout seul et pas y arriver. Parce qu'au final, c'est ça que la plupart des joueurs ils font. En fait, ils essayent de y arriver par leur moyen. Et le truc, c'est qu'en fait, entre une compétition où il y a des joueurs qui, bah, juste enfin, comment dire, essayent d'y arriver sans aide d'autres personnes et une personne qui va être guidée et coachée et accompagnée par quelqu'un qui aura déjà accompli ce qu'elle cherche à accomplir, bah, en fait, les résultats vont être drastiquement différents, en fait. C'est ça, en fait, payer 1000 $ de coaching pour augmenter ton win rate, je sais pas, si tu joues en 5-10 de une BB de l'heure de 10 $, ça va être rentable en 2 semaines, en fait. C'est ça. 100 heures de grind, c'est deux Et semaines. souvent, c'est pas ça les chiffres, quoi. Ça va être drastiquement différent, en fait. On parle pas de une bébé de Mhm. l'heure, quoi. Ton plus grand exploit quand tu joues contre des joueurs récréatifs, exemple 1-2 au playground. Euh, je pense que euh, pour déjà Moi, il me vient atteindre. direct en tête, hein. T'as dit quoi? Moi, il me vient direct en tête. Alors, C'est moi, pour les moi, sizing tel préflop alors, 100%. je suis d'accord que c'est les sizing tel preflop, mais pour moi, en soi, alors les sizing tel preflop, c'est ultra précis, tu vois. Et le truc, c'est que malgré tout, j'ai quand même l'impression que les exploits, c'est quelque chose en plus, mais il y a tellement de choses à corriger, surtout si tu joues en L2. Enfin, il y a tellement de leaks, tellement de choses à améliorer, qu'en fait, pour moi, c'est déjà ton jeu sur lequel tu dois te focus. Et certes, il y a des exploits très intéressants déjà contre la pop, mais pour moi, il y a déjà tellement à faire déjà sur son niveau de jeu actuel quand on joue en 1-2 ou quoi. Donc, j'ai envie de te dire, ouais, les sizing tel preflop, mais voilà, il y a déjà plein d'autres choses à voir avant, tu vois. Ouais. Effectivement, déjà, bien connaître ses ranges dans les grandes lignes, bien avoir une bonne approche du jeu, entre guillemets, développer un certain sens pour pas être perdu dans les spots et ensuite commencer à se focus sur les exploits. C'est ça. Je pense que c'est une bonne idée. Question de Ricani. On va passer, on a trois petites questions d'affilée sur vraiment le projet Elite Poker. Quels sont vos critères de recrutement pour les grindhouse? Alors, déjà, le terme grindhouse, c'est pas complètement ça. Nous, on compte pas mettre en place de grindhouse, de maison de grind, etc. pour le moment. En tout cas, c'est pas quelque chose qui est prévu. Nous, c'est un accompagnement joueur par joueur. On estime que tous les joueurs ne vont pas forcément avoir le même niveau, même si, je reviendrai sur ça après, mais on demande déjà un niveau technique élevé. Mais on est sur un accompagnement personnalisé joueur par joueur. Et donc, très souvent, quel est le plus optimal quand on est joueur pro de poker? C'est de déléguer les tâches qui ne nécessitent pas notre présence pour avoir du temps pour se reposer, avoir du temps pour travailler le jeu, avoir du temps pour grind, etc. Et donc, la plupart du temps, ce qu'on fonctionne, c'est simplement que bah, les joueurs qu'on accompagne
sont très souvent dans des hôtels parce que bah, c'est très souvent le plus optimal pour jouer. C'est pour ça que, étant donné que vivre dans un hôtel, ça coûte quand même assez cher, nous on propose des deals alternatifs où on prend en charge les frais des joueurs pour que le joueur n'ait uniquement qu'à se concentrer sur son grind et son travail hors des tables. Donc voilà, un petit peu de sport, etc. Et surtout les révisions, les coachings, etc. Donc, au niveau des recrutements, voilà, nous, on n'a pas forcément de grindhouse à ce niveau-là. Au niveau des critères purs de recrutement, nous, ce qu'on recherche, c'est des joueurs qui ont déjà un bon niveau technique. Donc, ça va être des joueurs qui, soit sont des joueurs de live qui sont hardvoch, donc qui sont certifiés par d'autres joueurs comme ayant un bon niveau technique. Donc voilà. Ou alors des joueurs qui jouent online, parce qu'on estime que c'est des profils qui ont déjà l'habitude de travailler le jeu. Et pour ça, on va recruter des joueurs qui sont au moins grand minimum NL10, NL25, NL50 au minimum, et qui veulent faire la transition en live et qui comprennent bah, que tout simplement, en fait, ils vont pouvoir gagner bien plus en live que online. Parce qu'au final, un reg de NL50 qui a une bonne rigueur et à qui on va apprendre les bonnes méthodes pour crush en live, il va pouvoir rapidement, sur des 5, 10, 10, 20, faire des mois à 20, 30 000 euros, 30 000 euros par mois, alors que online, il faisait des mois à 3 000 euros, quoi, pour les meilleurs. Donc, ouais, vraiment pour les meilleurs en NL50. Donc voilà un petit peu au niveau des profils qu'on recherche. Donc, on demande déjà un certain niveau technique, parce que justement, comme on a dit, nous, on veut vraiment se concentrer sur amener des joueurs à un très haut niveau et on n'est pas dans l'objectif de prendre des joueurs débutants pour les faire, pour les améliorer. En fait, on estime qu'il y a déjà plein d'autres structures qui existent avant ça pour progresser techniquement, plein d'autres coachs qui permettent de progresser techniquement. Donc voilà, on cherche déjà à prendre des joueurs assez confirmés. Hop, assez clair. Mais ouais, juste pour ajouter, bah, comme on a dit, Elite Poker, c'est dans le nom, on veut vraiment pousser les gens vers l'excellence et donner un accompagnement très solide, quoi. C'est Que ça. les joueurs soient jamais perdus, quoi. On sera toujours pas loin. Question de Nomadisco. Pour quand? À quel prix? Quelles sont les qualités pour intégrer le projet? Donc, on a déjà répondu un petit peu sur les critères et donc les qualités pour intégrer le projet, mais pour quand et à quel prix? Pour quand? Donc nous, le recrutement, on compte le faire courant mi-juillet, donc après Vegas, donc vers mi-juillet, fin juillet. Le but, ça va être de faire une grosse phase de recrutement pour voir quels sont les joueurs les plus aptes à rejoindre le projet. À quel prix? On réfléchit encore à l'heure actuelle comment est-ce qu'on veut diriger tout ça. On sait que à l'heure actuelle, la plupart des joueurs surévaluent leur niveau technique. La plupart des joueurs surévaluent leur niveau technique. Et en fait, quand on parle de ce projet-là, ils se disent, et c'est très souvent les messages qu'on a reçus, ah, mais tu peux me faire confiance, j'ai déjà un très bon niveau technique. Si vous me coachez, vous me stackez en 5-10 et en 10-20, je vais gagner de l'argent, etc. Et il y a des choses qui sont vraies, il y a des choses qui sont fausses. Il y a des joueurs qui vont gagner certes de l'argent, mais en fait, gagner de l'argent en live, au final, c'est pas si compliqué que ça. Par contre, gagner 3 fois, 4 fois, 5 fois plus que la plupart des autres joueurs réguliers, tu as besoin d'avoir une structure bien propre et un jeu qui est vraiment ultra performant. Et donc, on réfléchit encore à l'heure actuelle si on fait, on va dire, une phase d'enseignement, une phase de tout simplement soit une formation, soit alors une structure pour déjà permettre d'avoir un accompagnement pour les joueurs, pour voir tous les plans de jeu dont on parle en coaching, enfin bref, tout ce qu'on a vu en coaching, hein, tout ce qui est les plans de jeu, tout ce qui est au niveau, on va dire, de la gestion du grind, donc tout ce qui est warm-up, cool-down, toutes nos routines, etc. à côté, comment est-ce qu'on travaille notre jeu, tous les logiciels qu'on utilise, etc. Donc voilà, on ne sait pas encore exactement comment est-ce qu'on va organiser tout ça, mais on ne veut pas à chaque fois, dès qu'un joueur rejoint la team, devoir lui réexpliquer les plans de jeu qu'on utilise avec la team, devoir lui réexpliquer les bonnes méthodologies d'apprentissage, devoir tout lui réexpliquer. Donc, on va sûrement, avant la phase de recrutement, faire une phase d'enseignement, en fait, une phase de formation, en fait, pour pouvoir déjà permettre aux joueurs d'accumuler un très bon niveau technique pour qu'une fois qu'ils nous rejoignent, on ne perde pas de temps à réexpliquer des choses de base, etc., quoi. Et pour emballer tout ça, question de Arturo, quelles sont les durées des contrats de stacking que vous allez proposer? Un an, 6 mois, 3 mois? Alors, donc, a priori, les contrats vont être sur 6 mois. On estime que 3 mois, c'est une période trop courte pour obtenir de vrais résultats. Très souvent, le temps que le joueur assimile les compétences, le temps que le joueur prenne tout simplement de l'expérience en live, s'il jouait online, etc. avant, 3 mois, c'est une période trop courte. On estime que le poker, c'est quand même un jeu qui est extrêmement dynamique et que potentiellement un an, ça va être un peu trop long. Pour autant, la plupart des joueurs avec qui on travaille, bah, on les accompagne très souvent sur une durée potentielle de 1 an, 2 ans et plus. Donc, on va dire que 6 mois, ça va être une base, mais qu'il y a une possibilité de recommencer un nouveau contrat pour essayer de trouver un autre deal qui pourrait correspondre aux deux parties. Donc, soit un deal où le joueur coach également et on le stack également sur des grosses limites, ou alors trouver un deal temporaire. Enfin bref, il y a plein de choses qui sont possibles, mais les deals de base seront sur 6 mois.
Top. Ouais, donc si on fait le recrutement en juillet, ce serait un contrat à peu près de août à janvier-février en gros, C'est ça. pour la première fournée. Et voilà, donc on a fini pour ça avec les questions. Reste la question du tirage au sort, C'est vrai. C'est vrai, le tirage au fameux sort. tirage au sort. Tirage au sort. Du coup, sur Instagram, on a proposé de faire gagner un total de 5 cadeaux, 1 heure de coaching et 4 tickets d'une valeur de 50 euros chacun. On a eu à peu près 50 participants, donc chacun a C'est 10% de ça, chance. C'est 10% d'équité. C'est pas beaucoup, mais en soi, one time en fait, j'ai envie de dire. quand même fort. Alors écoutez, je vais vous partager mon écran directement. Donc let's go, on est parti pour le tirage au sort. Donc on n'a jamais fait de tirage au sort, mais on va voir ce que ça va donner. Donc il y a eu à peu près 50 commentaires, si je dis pas de bêtises, c'est ça? C'est ça, ouais. Donc 50 commentaires, donc de 1 à 50, et on tire 5 personnes. Ce que je te propose, c'est que le dernier numéro qui sorte, ça sera le coaching. Ça te va? Évidemment. Let's go. Bonne chance à tous. L'animation est très stylée. C'est éclaté. Le numéro 16, j'ai l'impression qu'on fait le tirage de l'euro million. Le numéro complémentaire, 17. Je rappelle que le Oula. dernier numéro sera l'heureux élu, qui aura 1 heure de coaching. 1, Coaching poker. Le number 35, uno. Donc déjà, quel numéro 1? Déjà, 21. déjà, il y a Alexis. Ah ouais? Ouais. Ok, donc les heureux gagnants. Est-ce qu'on ouvre un petit bloc-notes pour ça? Non, on va pas ouvrir de bloc-notes. On va les dire à Euh, l'oral. ju- Juste pour noter, je Allez, m'occupe de noter leur nom, ouais. vas-y. Est-ce que tu peux noter à côté? Ouais, Donc, on a le numéro 16, Jack B63, qui gagne un ticket à 50 euros sur la plateforme de son choix, donc Winamax PMU, le site qu'il souhaite. Donc, voilà pour le premier je gagnant. laisse. Le deuxième gagnant, bah, c'est celui juste en dessous, c'est le numéro 17. Donc, c'est Nat JSD, donc, qui remporte également un ticket à 50 euros. Ça fait plaisir. Ensuite, le troisième gagnant, c'est le numéro 1. C'est monsieur Alexis Mtalsi. Donc, bah, félicitations pour ce ticket à 50 euros. Ensuite, c'est le numéro 35. C'est MW Adrien, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est ça. Ok. Et le dernier gagnant est le numéro 21. C'est Dourlan Collin, qui du coup remporte le coaching. Ça fait plaisir. 1 heure de coaching. Donc, Ça fait plaisir, ouais. il nous dira si, s'il décide de prendre son dû ou si ça l'intéresse pas, tout simplement. Donc écoutez, voilà, je pense que les numéros sont bons, ça se trouve on s'est trompé, mais auquel cas on regardera à nouveau. Mais voilà On pour laisse ça. tout le monde nous contacter directement sur Instagram et C'est ça, puis venez on nous vous contacter en enverra MP ça et on aussitôt vous que répondra. possible. Voilà, donc voilà pour tout ça. Écoutez, cette vidéo était plutôt sympathique. On a vu pas mal de choses, pas mal de choses intéressantes. On a répondu à pas mal de questions. Donc globalement, si on résume, euh, en quoi consiste Elite Poker? C'est une structure dans laquelle on va accompagner les joueurs à soit développer leurs résultats en live et à monter leur niveau, ou alors simplement à faire leur transition du online au live. Le but, c'est d'accompagner les joueurs au minimum en 5-10, mais a priori plutôt en 10-20 au minimum. Pour le moment à Macao, mais par la suite dans tous les endroits du monde où il y a des games de cash game, et il y en a beaucoup. Le but, ça va être de faire une phase de recrutement qui va débuter par une phase de formation. On va tout simplement former les joueurs avec tous les plans de jeu qu'on utilise personnellement, nous, et qu'on a appris à nos joueurs pendant plus d'1 an d'accompagnement. Et parallèlement à ça, par la suite, il va y avoir le recrutement des joueurs via un formulaire, puis en deuxième phase, une phase de description de main. Ok, on va essayer de voir tout simplement quels sont les joueurs les plus à même de pouvoir rejoindre la team par rapport à leur niveau technique. Et enfin, une phase d'entretien. On va discuter avec le joueur pour voir si tout simplement sa vision et ses objectifs pourraient aller dans la même direction que Elite Poker. Donc voilà pour tout ça. Hop. Je pense que tu as bien résumé la chose. Donc voilà, Et puis ouais, on rappelle aux gagnants de nous contacter directement sur Instagram. évidemment. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour soit une vidéo online de ton côté, soit un vlog du mien. Yes, N'hésitez pas à vous abonner, évidemment. laisser un commentaire si ça vous a plu, Et voilà quoi. Donc, liker la vidéo, liker, c'est important. effectivement. Liker, c'est très important. Et puis on se dit directement à la prochaine. Yes, la bise.